Bonjour, alors je continue, Barjavel, la nuit des temps. Je mets du temps quand même parce qu'il y a à peu près il y a 410 pages, donc voilà. Donc je continue. Je suis rendue à la page 259 de cette édition-là. Enisorai, c'était déjà vous, dit Leonova à Hoover. Vous étiez déjà des salauds d'Américains, des impérialistes en train d'essayer d'avaler le monde entier et ses accessoires. Ma charmante, dit Hoover. Nous autres, Américains d'aujourd'hui, nous ne sommes que des Européens déplacés, vos petits cousins en voyage. J'aimerais bien qu'Eléa nous montre un peu la gueule des premiers occupants d'Amérique. Nous n'avons vu que des Gondas, jusqu'à maintenant. À la prochaine séance, nous demanderons à Eléa de nous montrer des Zénissors. Eléa leur montra des Zénissors. Elle était allée avec Païkan en voyage à Diedohu, la capitale de l'Enisorai centrale, pour la fête du nuage. Elle en sortit pour eux les images de sa mémoire. Ils arrivèrent avec Eléa dans un engin longue distance. À l'horizon, une chaîne de montagnes gigantesques escaladait le ciel. Quand ils furent plus près, ils virent que la montagne et la ville ne faisaient qu'un. Bâtie en énormes blocs de pierre, la ville s'accrochait à la montagne, la recouvrait, la dépassait, prenait appui sur elle pour projeter vers le haut sa lance terminale, le monolithe du temple, dont le sommet se perdait dans un nuage éternel. Ils virent les Zénissors travailler et se réjouir. Les besoins de la population étaient si considérables et son accroissement si rapide que même en ce jour de la fête des nuages, on ne pouvait s'arrêter de bâtir. Sans arrêt, inlassablement, comme des fourmis, les bâtisseurs agrandissaient la ville, taillaient des rues et des escaliers et des places aux flancs encore vierges de la montagne, édifiaient des remparts, des maisons et des palais. Ils n'utilisaient d'autres outils que leurs mains. Ils portaient sur la poitrine, accrochés à un collier d'or, l'effigie du serpent-flamme, symbole énissor de l'énergie universelle. Ce n'était pas seulement un symbole, mais surtout un transformateur. Il donnait à celui qui le portait le pouvoir de maîtriser très simplement, avec ses mains, toutes les forces naturelles. Sur le grand écran, les savants de l'EPI virent les bâtisseurs énissors soulever sans effort des blocs rocheux qui devaient peser des tonnes, les poser les uns sur les autres, les ajuster les uns aux autres, les façonner, les modifier, les entamer du tranchant de la main, les lisser de la paume comme du mastic. Entre les mains des bâtisseurs, la matière devenait impondérable, malléable, docile. Dès qu'ils cessaient de la toucher, la pierre retrouvait sa dureté et sa masse de pierre. Les étrangers invités à assister à la fête du nuage n'étaient pas autorisés à se poser. Leurs engins restaient en station aérienne aux abords de Diedohu. Leurs fils courbes, étagés, composaient dans le ciel les gradins multicolores d'un étrange cirque posé sur le vide. En face d'eux se dressait le temple dont la flèche, faite d'un seul bloc de pierre, plus haut que les plus hauts gratte-ciel de l'Amérique contemporaine, enfonçait sa pointe dans les nuages. Un escalier monumental taillé dans sa masse s'inscrivait autour d'elle en spirale. Sur cet escalier, depuis des heures, une foule montait vers le sommet du temple. Elle montait lentement, avec son propre poids pesant sur ses muscles. Alors que partout ailleurs, dans les rues et les escaliers de la ville, les Zénissors se déplaçaient avec une aisance et une vitesse qui trahissaient leur maîtrise de la pesanteur. La foule de l'escalier composait, par l'assemblage coloré de ses vêtements, l'effigie du serpent-flamme. La tête du serpent ondulait sur l'escalier, à gauche, à droite, et continuait de monter. Son corps suivait en s'enroulant à pleine marche autour de la flèche. Il devait se composer de plusieurs centaines de milliers de personnes. Peut-être leur nombre dépassait-il le million. Par les baies ouvertes de l'engin entrait la musique qui rythmait les mouvements du serpent. C'était une sorte de lent halètement qui semblait émaner de la montagne et de la ville, et que la foule, celle de la flèche, celle des escaliers et des rues, celle qui montait, celle qui regardait, celle qui travaillait, accompagnait de profonds bruits de gorge, bouche fermée. Quand la tête du serpent atteignit le nuage, le soleil sombrait derrière la montagne. La tête du serpent entra dans le nuage avec le crépuscule. La nuit tomba en quelques minutes. Des projecteurs installés dans toute la ville illuminèrent la flèche et la foule qui l'étreignait. Le rythme de la musique et du chant s'accélérèrent, et la flèche se mit à bouger, à moins que ce ne fût le nuage. On vit la flèche s'enfoncer dans le nuage, ou le nuage s'enfoncer sur la flèche, se retirer, recommencer de plus en plus vite, comme pour un immense accouplement de la terre et du ciel.
Le halètement de la musique s'accélérait, augmentait de puissance, frappait les engins stationnés dans le ciel comme des vagues et disloquait leurs alignements. Au sol, tous les travailleurs abandonnaient leur travail. Dans les palais, dans les maisons, dans les rues, sur les places, les hommes s'approchaient des femmes et les femmes des hommes au hasard, simplement parce qu'ils étaient proches, et sans savoir s'ils étaient beaux ou laids, vieux ou jeunes, et qui il était et qui elle était. Ils se saisissaient ou s'étreignaient, s'allongeaient sur place à l'endroit où ils se trouvaient, entraient tous ensemble dans le rythme unique qui secouait la montagne de la ville. La flèche entra tout entière dans le nuage jusqu'à la base. La montagne craqua, la ville se souleva, libérée de son poids, prête à s'enfoncer dans le ciel jusqu'à l'infini. Le nuage flamboya, éclata en tonnerre de cataclysme, puis s'éteignit et se retira. La ville pesa de nouveau sur la montagne. La flèche était nue. Il n'y avait plus personne sur le grand escalier de pierre. Tous les couples couchés se désunissaient et se séparaient. Des hommes et des femmes se relevaient, hébétés, et s'éloignaient. D'autres s'endormaient sur place. Pendant quelques instants d'une brièveté suffocante, ils avaient participé tous ensemble au même plaisir cosmique. Chacun d'eux avait été toute la terre, chacune d'elles le ciel. Il en était ainsi une fois par an dans toutes les villes d'Enisoraï. Pendant le reste des jours et des nuits, les hommes Enissors ne s'approchaient pas des femmes. Les savants de le pays interrogèrent Eléa. Qu'était devenue la foule de l'escalier? La flèche l'a donnée au nuage, dit Eléa. Le nuage l'a donnée à l'énergie universelle. Tous ceux et celles qui la composaient étaient volontaires. Ils avaient été choisis dès leur enfance, soit parce qu'ils présentaient quelque déficience de l'esprit ou du corps, même infime, soit au contraire parce qu'ils étaient plus intelligents, plus forts, plus beaux que la moyenne des Enissors. Élevés en fonction de ce sacrifice, ils avaient appris à le désirer de tout leur corps et de tout leur esprit. Ils avaient le droit de s'y soustraire, mais un très petit nombre usait de ce droit. Ainsi, la race Enissor se maintenait-elle dans une qualité de niveau constant. Mais ce sacrifice, par contre, ne suffisait pas à compenser la natalité qu'il provoquait. Pendant la fête du nuage, il était conçu 20 fois plus d'Enissors qu'il n'en périssait sur toutes les flèches du continent. Mais, dit Hoover, toutes ces bonnes femmes devaient accoucher le même jour? Non, dit Eléa. Le temps de la grossesse en Enissor variait d'1 à 3 saisons selon le désir de la mère et selon son âge. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas de désignation, donc pas de couple, pas de famille. Les hommes et les femmes vivaient mélangés, en état d'égalité absolue de droits et de devoirs, dans les palais communs ou dans les maisons individuelles, comme ils le désiraient. Les enfants étaient élevés par l'État. Ils ne connaissaient pas leur mère, et bien entendu encore moins leur père. Bien que l'engin d'Eléa se tînt loin au-dessus de la foule, par sa fenêtre de proximité, les savants avaient pu voir en détail un grand nombre de visages d'Enissors. Ils avaient tous les cheveux noirs et lisses, les yeux bridés, les pommettes saillantes, le nez busqué du haut et épaté du bas. Ils étaient incontestablement les ancêtres communs des Mayas, des Aztèques et des autres Indiens d'Amérique, et peut-être aussi des Japonais, des Chinois et de toutes les races mongoloïdes. « Les voilà vos impérialistes, dit Hoover à Leonova. Il soupira puis ajouta. « J'espère qu'on nous en voudra moins, maintenant, d'avoir quelque peu malmené leurs descendants. » Ce n'est pas la vie que vous voulez sauver, dit Eléa, mais votre vie. Et vous avez fait rechercher par l'ordinateur les 5 plus belles femmes du continent pour choisir celle qui vous accompagnera. Regardez, dit Coban, avec une gravité triste, celle que j'aurais choisi de sauver avec moi si je m'en étais cru le droit. Il activa un faisceau d'ondes. Au-dessus d'une table apparut l'image d'une fillette qui ressemblait extraordinairement à Coban. À genoux sur une pelouse, près du lac de la 9e profondeur, elle caressait un faon aux yeux fardés. De longs cheveux noirs de garçon tombaient sur ses épaules nues. Ses bras graciles se nouaient autour du cou de la bête qui lui mordillait les oreilles. « C'est Doha, ma fille, dit Coban. Elle a 12 ans. Et elle est seule. Toutes les filles de son âge ont depuis longtemps un compagnon. Mais elle est seule, parce qu'elle est, comme moi, une non désignée. L'ordinateur n'a pas pu me trouver une compagne qui m'aurait supporté et ne m'aurait pas irrité par la lenteur de son esprit. Une certaine vivacité des facultés mentales condamne à la solitude. J'ai vécu quelques périodes avec des veuves,
des séparés, des non désignés aussi. La mère de Doha en était une. Son intelligence était grande, mais son caractère atroce. L'ordinateur n'avait voulu en accabler aucun homme. À cause de son intelligence et de sa beauté, je lui ai demandé de me faire un enfant. Elle a accepté, à condition de rester à côté de moi pour l'élever. J'ai cru que c'était possible. Nous avons ôté nos clés. Quelques jours après, nous avons dû nous séparer. Elle était assez intelligente pour comprendre qu'elle ne pouvait trouver le bonheur auprès de personne, pas même de son enfant. Quand il est né, elle me l'a envoyé. C'était Doha. Doha, à son tour, a reçu de l'ordinateur une réponse négative. Son caractère est très doux, mais son intelligence est supérieure à la mienne. Elle ne trouvera son égal nulle part, si elle vit. La voix de Koban s'étouffa. Il effaça l'image. Ne croyez-vous pas que j'aime Doha au moins autant que vous aimez Païkan? Ne croyez-vous pas que si j'obéissais à des motifs égoïstes, c'est elle que j'enfermerais avec moi dans l'abri? Ou que je resterais près d'elle en abandonnant avec joie ma place au numéro 2? Mais je connais le numéro 2. Je sais ce que valent ses connaissances et ce que valent les miennes. L'ordinateur a eu raison de me désigner. Il ne s'agit plus d'amour, plus de sentiments, plus de nous-mêmes. Nous sommes en face d'un devoir qui nous dépasse. Nous avons, vous et moi, à préserver la vie universelle et à refaire le monde. Écoutez-moi bien, Koban, dit Eléa. Je me moque du monde, je me moque de la vie, de celle des hommes et de celle de l'univers. Sans Païkan, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de vie. Donnez-moi Païkan dans l'abri, et je vous bénirai jusqu'au fond de l'éternité. Je ne peux pas, dit Koban. Donnez-moi Païkan, restez auprès de votre fille. Ne la laissez pas mourir seule, abandonnée de vous. Je ne peux pas, dit Koban à mi-voix. Son visage exprimait à la fois sa résolution et sa tristesse infinie. Cet homme était au bout d'un combat qui le laissait brisé. Mais sa décision était prise, une fois pour toutes. Il n'avait pas pu construire un abri plus grand. Le gouvernement, tout absorbé par Gondahan, et le monstre colossal qui s'y blottissait s'était désintéressé du projet de Koban, l'avait laissé faire mais avait refusé de l'aider. C'était l'université seule qui avait fait l'abri. Cette fabrication, cet enfantement avait mobilisé toute sa puissance énergétique, toutes les ressources de ses machines, de ses labos et de ses crédits. C'était le fruit unique d'une plante énorme. Il ne conviendrait que 2 graines, une 3e le condamnerait à périr. Même petite, même Doha. Il ne pouvait recevoir qu'un homme et qu'une femme. « Alors prenez une autre femme, cria Eléa. Il y en a des millions. » Non, dit Koban. Il n'y en a pas des millions. Il y en avait 5, et il n'y a plus que vous. L'ordinateur vous a choisi parce que vous êtes exceptionnel. Non, pas une autre femme et pas un autre homme. C'est vous et c'est moi. N'en parlons plus, je vous en prie. Cela est décidé. Vous et moi, dit Eléa. Vous et moi, dit Koban. Je vous hais, dit Eléa. Je ne vous aime pas, dit Koban. Cela importe peu. Écoutez, Koban, dit une voix. Le président Lokan veut vous parler et vous voir. Je l'écoute et le regarde, dit Koban. L'image de Lokan se dressa dans un coin de la pièce. Koban la déplaça pour qu'elle lui fît face. De l'autre côté de la table, Lokan semblait accablé par l'angoisse. « Écoutez, Koban, dit-il, où en sont vos prises de contact avec les hommes du district de connaissance d'Enisoraï? J'attends un rapport d'un instant à l'autre. On ne peut plus attendre, on ne peut plus. Les Énissors bombardent nos garnisons de Mars et de la Lune avec des bombes nucléaires. Les nôtres sont en route et nous allons riposter. Mais si atroce que ce soit, ce n'est rien. L'armée d'invasion d'Enissor est en train de sortir de ces montagnes creuses et de prendre place sur ses bases de départ. Dans quelques heures, elle va tomber sur Gondawa. Au premier envol signalé par nos satellites, je déclenche la mise en route de l'arme solaire. Mais je suis comme vous, Koban. J'ai peur de cette horreur. Il est peut-être encore temps de sauver la paix. Le gouvernement Enissor sait que l'envol de son armée signifiera la mort de son peuple. Mais ou bien il s'en moque, ou bien il espère détruire l'armée dans son envol, avant son envol. Koutiyou est fou. Seuls les gens du district peuvent essayer de le convaincre ou le renverser. Il n'y a plus la moitié d'un instant à perdre. Koban, je vous en supplie, essayez de les joindre. Je ne peux pas les joindre directement. Je vais appeler Partao à Lamos. L'image du président s'effaça, Koban enfonça sa clé dans une plaque. Écoutez, dit-il, je veux voir et entendre Partao à Lamos. Partao à Lamos, dit une voix, j'appelle. Koban expliqua à Eléa. Lamos est le seul pays qui restera neutre dans ce conflit. Pour une fois, il n'aura guère le temps d'en profiter. Partao est le chef de l'université Lamo. C'est lui mon contact avec les gens du district. Partao apparut
et dit à Goban qu'il avait contacté Sutaku au district. Il ne peut plus rien faire, il est désemparé. Il va vous appeler directement. Une image blafarde s'alluma à côté de celle de Partao. C'était Sutaku, en robe et bonnet rond, d'enseignant. Il avait l'air bouleversé, il parlait en faisant des gestes, il se frappait la poitrine et désignait d'un doigt tendu quelque chose ou quelqu'un au loin. On n'entendait pas un mot de ce qu'il disait. Des surfaces de couleurs changeantes coupaient son image en tranches, tremblaient, se rejoignaient, s'écartaient, et il disparut. « Je ne peux plus rien vous dire, dit Partao. Peut-être bonne chance. » Cette fois-ci, dit Koban, il n'y aura de chance pour personne. Il appela Lokan et le mit au courant. Lokan lui demanda de le rejoindre au conseil qui allait se réunir. « Je viens, dit Koban. » Il se tourna vers Eléa qui avait assisté à la scène sans dire un mot, sans faire un geste. « Voilà, dit-il d'une voix glacée. Vous savez où nous en sommes. Il n'y a plus de place pour les sentiments. Nous entrerons cette nuit dans l'abri. Mes assistants vont vous préparer. Vous allez, entre autres soins, recevoir la seule dose existante du sérum universel. Elle a été synthétisée molécule par molécule dans mon labo personnel depuis 6 mois. La dose précédente, c'est moi qui l'ai essayée. Je suis prêt. Si par miracle rien ne se passe, vous y aurez gagné d'être la première à jouir de la jeunesse perpétuelle. Dans ce cas, je vous promets que la dose suivante sera pour Païkan. Le sérum nous permettra de passer sans encombre à travers le froid absolu. Je vais vous confier à mes hommes. Eléa se leva et courut vers la porte. Elle frappa un garde à la tempe, d'un coup terrible de sa main gauche fermée. L'homme tomba. L'autre saisit le poignet d'Eléa et le lui rabattit dans le dos. « Lâchez-la, cria Koban. Je vous interdis de la toucher, quoi qu'elle vous fasse. » Le garde la lâcha. Elle se précipita sur la porte, mais la porte ne s'ouvrit pas. « Eléa, dit Koban, si vous acceptez le traitement sans vous débattre, sans essayer de vous enfuir, je vous autoriserai à revoir Païkan avant d'entrer dans l'abri. Il a été ramené à la tour et il est informé de ce que vous êtes devenu. Il attend de vos nouvelles. Je lui ai fait promettre qu'il vous reverrait. Si vous protestez, si vous vous débattez au risque de compromettre votre préparation, je vous fais endormir et vous ne le reverrez jamais. » Eléa le regarda un instant en silence, respira profondément pour reprendre la maîtrise de ses nerfs. « Vous pouvez faire venir vos hommes, dit-elle, je ne bougerai plus. » Koban appuya sur une plaque. Une partie d'une cloison glissa, découvrant un laboratoire occupé par des gardes et des laborantins, parmi lesquels Eléa reconnut le chef labo qui les avait accueillis. L'homme lui désigna un siège devant lui. « Venez, dit-il. » Eléa s'avança vers le labo. Avant de quitter le bureau de Koban, elle se tourna vers lui. « Je vous hais, dit-elle. Quand nous ressortirons de l'abri sur la terre morte, dit Koban, il n'y aura plus de haine ni d'amour, il n'y aura que notre travail. » Ce jour-là, Oito était descendu dans l'œuf avec le nouveau matériel photographique qu'il venait de recevoir du Japon. En particulier, des projecteurs à lumière cohérente au moyen desquels il espérait éclairer la salle du moteur à travers la dalle transparente et la photographier. En s'arrêtant, le moteur du froid s'était éteint et la salle, au-dessous de la dalle, était devenue un bloc d'obscurité. La température avait rapidement monté, la neige et le givre avaient fondu, l'eau avait été aspirée, le mur et le sol séchaient à l'air chaud. Pendant que ses assistants suspendaient les projecteurs à de courts trépieds, Oito, machinalement, regardait autour de lui. La surface du mur lui parut curieuse. Elle n'était pas polie, elle n'était pas mate non plus, mais comme moirée. Il y promena le bout de ses longs doigts sensibles, puis ses ongles. Ils crissèrent. Il fit braquer un projecteur sur le mur en lumière rasante, regarda la loupe, improvisa une sorte de microscope avec un téléobjectif et des lentilles. Il n'eut bientôt plus de doute. La surface du mur était gravée de stries innombrables. Et chacune de ces stries était une ligne d'écriture Gonda. Les bobines de lecture de la salle des alvéoles avaient été décomposées par le temps, mais le mur de l'œuf, entièrement imprimé en signes microscopiques, représentait l'équivalent d'une bibliothèque considérable. Oito prit immédiatement quelques clichés au grossissement maximum, en différents points du mur, éloignés les uns des autres. 1 heure plus tard, il les projetait sur le grand écran. Lukos, très excité, identifia des fragments de récits historiques et de traités scientifiques. Une page de dictionnaire, un poème, un dialogue qui était peut-être une pièce de théâtre ou une discussion philosophique. Le mur de l'œuf semblait être une véritable encyclopédie des connaissances de Gondawa.
Un des clichés projetés comportait de nombreux signes isolés, en lesquels Loukos reconnut des symboles mathématiques. Ils entouraient le symbole de l'équation de Zoran. Eléa se réveilla, étendue sur un tapis de fourrure. Elle reposait sur une couche douce et tiède, posée sur du rien. Elle flottait dans un état de relaxation totale. Elle avait été examinée de la tête aux pieds, pesée à une cellule près, nourrie, abreuvée, massée, compensée, bercée, jusqu'à n'être plus qu'un corps de poids exactement voulu et de passivité parfaite. Puis, Koban, revenu, lui avait expliqué le mécanisme de fermeture et d'ouverture de l'abri, en même temps qu'il lui administrait lui-même en fumée à respirer, en huile sur la langue, en brouillard dans les yeux, en longue modulation d'infrasons sur les tempes, les divers éléments du sérum universel. Elle avait senti une énergie nouvelle, lumineuse, envahir tout son corps, le nettoyer de ses recoins de lassitude, l'emplir jusqu'à la peau d'un élan pareil à celui des forêts au printemps. Elle s'était sentie devenir dure comme un arbre, forte comme un taureau, en équilibre comme un lac. La force, l'équilibre et la paix l'avaient irrésistiblement conduite au sommeil. Elle s'était endormie dans le fauteuil du laboratoire. Elle venait d'ouvrir les yeux sur ce tapis dans une pièce ronde et nue. L'unique porte se trouvait en face d'elle. Devant la porte, un garde-vert assis sur un cube la regardait. Il tenait du bout des doigts un objet de verre, fait de minces tubes entrelacés en volutes compliquées. Les tubes fragiles étaient emplis d'un liquide vert. « Puisque vous ne dormez plus, dit le garde, je vous préviens. Si vous voulez essayer de sortir de force, j'ouvre les doigts, ceux-ci tombent et se brisent, et vous vous endormez comme une pierre. » Eléa ne répondit pas. Elle le regardait. Elle mobilisait toutes les ressources de son esprit en vue d'un seul but, sortir et rejoindre Païkan. Le garde était grand, large d'épaules, épais de taille. Ses cheveux tressés avaient la couleur du bronze neuf. Il était nu-tête et sans armes. Son cou épais était presque aussi large que son visage massif. Il constituait un dur obstacle devant la porte unique. Au bout de son bras, musculeux, de sa main rude, il tenait cet objet infiniment fragile. Obstacle encore plus solide. « Écoutez, Eléa, dit une voix. Païkan demande à vous parler et à vous voir. Nous lui permettons. » L'image de Païkan se dressa entre elle et le garde. Eléa sauta sur ses pieds. « Eléa! Païkan !» Il était debout dans la coupole du travail. Elle voyait près de lui un fragment de la tablette et l'image d'un nuage. « Eléa, où es-tu? Où vas-tu? Pourquoi me quittes-tu ?»« J'ai refusé, Païkan, je suis à toi. Je ne suis pas à eux, Koban m'a obligée. Ils me retiennent. Je viens te chercher, je briserai tout, je les tuerai. » Il brandit sa main gauche enfoncée dans l'arme. « Tu ne peux pas, tu ne sais pas où je suis, je ne le sais pas non plus. Attends-moi, je te reviendrai, par tous les moyens. Je te crois. J'attends, dit Païkan. » L'image disparut. Le garde, toujours assis, regardait Eléa. Debout, au centre de la pièce ronde, elle le regardait, elle l'évaluait. Elle fit un pas vers lui. Il saisit le masque qu'il portait en sautoir et se le plaqua sur le nez. « Attention, dit-il d'une voix nasillarde. Il remua légèrement avec précaution l'entrelac fragile des tubes de verre. « Je te connais, dit-elle. » Il la regarda avec surprise. « Toi et tes pareils, je vous connais. Vous êtes simple, vous êtes brave. Vous faites ce qu'on vous dit. On ne vous explique rien. » Elle fit glisser l'extrémité de la bande bleue qui lui enveloppait le buste et elle commença à la dérouler. « Koban ne t'a pas dit que tu allais mourir. » Le garde eut un petit sourire. Il était garde, il était dans les profondeurs, il ne croyait pas à sa propre mort. « Il va y avoir la guerre, et il n'y aura pas de survivants. Tu sais que je dis la vérité, tu vas mourir. Vous allez tous mourir, sauf moi et Koban. » Le garde sut que cette femme ne mentait pas. Elle n'était pas de celles qui s'abaissent à mentir, quelles que soient les circonstances. Mais elle devait se tromper, il y a toujours des survivants. Les autres meurent, pas moi. Maintenant, sa taille était nue, et elle commençait à défaire la bande en diagonale de la taille à l'épaule. Tout le monde va mourir en Gondawa. Koban le sait, il a construit un abri que rien ne peut détruire, pour s'y enfermer. Il a chargé l'ordinateur de choisir la femme qui l'enfermera avec lui. Cette femme, c'est moi. Sais-tu pourquoi l'ordinateur m'a choisi parmi des millions? Parce que je suis la plus belle. Tu n'as vu que mon visage, regarde. Elle dénuda son sein droit. Le garde regarda cette chair merveilleuse, cette fleur et ce fruit, et il entendit le bruit du sang dans ses oreilles. « Tu me veux » dit Eléa. Elle continuait lentement de découvrir son buste,
Son sein gauche était encore à demi cerné d'étoffe. Je sais quel genre de femme l'ordinateur a choisi. Elle pèse 3 fois mon poids. Une femme comme moi, tu n'en as jamais vu. La bande tout entière glissa sur le sol, délivrant le sein gauche. Eléa laissa ses bras pendre le long de son corps, les paumes de ses mains à demi tournées en avant, les bras un peu écartés offrant son buste nu, la splendeur vivante, des seins mesurés, pleins, doux, glorieux. « Avant de mourir, tu me veux ?» Elle releva la main gauche et, d'un seul geste, fit tomber son vêtement des hanches. Le garde se leva, posa sur le cube le redoutable, fragile, menaçant objet de verre, arracha son masque et sa tunique. Assemblage parfait de muscles équilibrés et puissants. Son torse nu était magnifique. « Tu es à Païkan, dit-il. Je lui ai promis, par tous les moyens. Je t'ouvrirai la porte et je te conduirai dehors. Il ôta sa jupe. Ils étaient debout, nus, l'un devant l'autre. Elle recula lentement, et quand elle eut le tapis sous ses pieds, elle s'accroupit et s'allongea. Il s'approcha puissant et lourd, précédé par son désir superbe. Il se coucha sur elle et elle s'ouvrit. Elle le sentit se présenter, noua ses pieds dans ses reins et l'écrasa sur elle. Il entra comme une bielle. Elle eut un spasme d'horreur. « Je suis à Païkan, dit-elle. » Elle lui enfonça ses 2 pouces à la fois dans les carotides. Il suffoqua et se tordit. Mais elle était forte comme 10 hommes, et le tenait de ses pieds crochetés, de ses genoux et de ses coudes, de ses doigts enfoncés dans ses cheveux tressés, et ses pouces inexorables, durcis comme de l'acier, par la volonté de tuer, lui privaient le cerveau de la moindre goutte de sang. Ce fut une lutte sauvage. Enlacés, noués l'un à l'autre et dans l'autre, ils roulaient sur le sol, dans tous les sens. Les mains de l'homme s'accrochaient aux mains d'Eléa et tiraient et essayaient d'arracher la mort enfoncée dans son cou. Et le bas de son ventre voulait vivre encore un peu, vivre assez pour aller au bout de son plaisir. Ses bras et son torse luttaient pour survivre, et ses reins et ses cuisses luttaient, se hâtaient pour gagner la mort de vitesse, pour jouir avant de mourir. Une convulsion terrible le raidit. Il s'enfonça jusqu'au fond de la mort accrochée autour de lui, et y vida, dans une joie fulgurante, interminablement, toute sa vie. La lutte s'arrêta. Eléa attendit que l'homme devint entre elles passif et pesant comme une bête tuée. Alors elle retira ses pouces enfoncés dans la chair molle. Ses ongles étaient pleins de sang. Elle ouvrit ses jambes crispées et se glissa hors du poids de l'homme. Elle haletait de dégoût. Elle aurait voulu se retourner comme un gant et laver tout l'intérieur d'elle-même jusqu'aux cheveux. Elle ramassa la tunique du garde, s'en frotta le visage, la poitrine et le ventre, la rejeta souillée et s'habilla rapidement. Elle s'appliqua le masque sur le nez, prit la fragile construction de verre et, avec précaution, poussa la porte. La porte s'ouvrit. Elle donnait dans le laboratoire où Eléa avait reçu la préparation. Le chef labo et 2 laborantins étaient penchés vers une table. Un garde armé était debout devant une porte. Il vit Eléa le premier. Il fit « Hé !» Il leva la main pour mettre son masque. Eléa jeta l'objet de verre à ses pieds. Il se brisa sans bruit. Instantanément, la pièce fut pleine d'une brume verte. Le garde et les 3 hommes en robe saumon s'affaissèrent sur eux-mêmes. Eléa se dirigea vers la porte et prit les armes du garde. Je ne suis pas un adolescent romanesque. Je ne suis pas une brute congestionnée, gouvernée par son estomac et son sexe. Je suis raisonnable, sentimentale et sensuelle, et capable de maîtriser mes émotions et mes instincts. J'ai pu rapidement supporter la vision de ta vie la plus intime. J'ai pu supporter de voir cette brute se coucher sur toi et entrer dans les merveilles de ton corps. Ce qui m'a bouleversée, c'est ce que j'ai lu sur ton visage. Tu aurais pu ne pas tuer cet homme. Il t'avait dit qu'il te conduirait dehors. Peut-être mentait-il, mais ce n'est pas pour assurer ta fuite que tu l'as tué. C'est parce qu'il était dans ton ventre et que tu ne pouvais le supporter. Tu l'as tué par amour pour Païkan. Amour, ce mot que la traductrice utilise parce qu'elle ne trouve pas l'équivalent du vôtre, n'existe pas dans votre langue. Depuis que je t'ai vu vivre auprès de Païkan, j'ai compris que c'était un mot insuffisant. Nous disons « je t'aime », nous disons de la femme, mais aussi du fruit que nous mangeons, de la cravate que nous avons choisie, et la femme le dit de son rouge à lèvres. Elle dit de son amant « il est à moi », tu dis le contraire « je suis à Païkan ». Et Païkan dit « je suis à Eléa ». Tu es à lui, tu es une partie de lui-même. Parviendrai-je
jamais à t'en détacher. J'essaie de t'intéresser à notre monde, je t'ai fait entendre du Mozart et du Bach. Je t'ai montré des photos de Paris, de New York, de Brasilia. Je t'ai parlé de l'histoire des hommes, et celle du moins que nous connaissons et qui est notre passé. Si bref à côté de la durée immense de ton sommeil, en vain. Tu écoutes, tu regardes, mais rien ne t'intéresse. Tu es derrière un mur. Tu ne touches pas notre temps. Ton passé t'a suivi dans le conscient et le subconscient de ta mémoire. Tu ne penses qu'à t'y replonger et à le retrouver, à le revivre. Le présent pour toi, c'est lui. Un engin rapide de l'université était posé sur le bras d'accostage de la tour. Les gardes qui en étaient sortis fouillaient l'appartement de la coupole. Sur la terrasse, près de l'arbre de soie, Coban parlait à Païkan. Il venait de lui expliquer pourquoi il avait besoin d'Eléa et de lui annoncer son évasion. Elle a détruit tout ce qui l'empêchait de passer. Hommes, portes et murs. J'ai pu suivre sa trace comme celle d'un projectile jusqu'à la rue, où elle est redevenue une passante libre. Les gardes interrompirent Coban pour lui faire savoir qu'Eléa n'était ni dans l'appartement, ni dans la coupole. Il leur ordonna de fouiller la terrasse. « Je me doute bien qu'elle n'y est pas, dit-il à Païkan. Elle savait que j'allais venir droit ici. Mais moi je sais qu'elle n'a qu'un désir, vous rejoindre. Elle viendra, ou bien elle vous fera connaître où elle est, pour que vous la rejoigniez. Alors nous la reprendrons, c'est inévitable. Mais nous allons perdre beaucoup de temps. Si elle vous appelle, faites-le lui comprendre. Dites-lui de revenir à l'université. Non, dit Païkan. Coban le regarda avec gravité et tristesse. Vous n'êtes pas un génie, Païkan, mais vous êtes intelligent et vous êtes à Eléa. Je suis à Eléa, dit Païkan. Si elle entre dans l'abri, elle vivra. Si elle n'y entre pas, elle mourra. Elle est intelligente et résolue. L'ordinateur l'a bien choisie. Elle vient de le prouver. Il se peut que malgré notre surveillance, elle réussisse à vous rejoindre. Alors c'est à vous de la convaincre de revenir près de moi. Avec moi, elle vivra. Avec vous, elle mourra. Dans l'abri, c'est la vie. Hors de l'abri, c'est la mort dans quelques jours, peut-être dans quelques heures. Que préférez-vous? Qu'elle vive sans vous ou qu'elle meure avec vous? Ébranlé, torturé, furieux, Païkan cria. « Pourquoi ne choisissez-vous pas une autre femme ?» Ce n'est plus possible. Eléa reçut la seule dose disponible du sérum universel. Faute de ce sérum, aucun organisme humain ne pourrait traverser le froid absolu sans subir de graves dommages et peut-être périr. Les gardes vinrent dire à Coban qu'Eléa n'était pas dans la terrasse. « Elle est quelque part à proximité, elle attend que nous soyons partis, dit-il. La tour restera sous surveillance. Vous ne pouvez pas vous réunir sans que nous le sachions. Mais si par miracle vous réussissez à le faire, rappelez-vous que vous avez le choix entre sa vie et sa mort. » Coban et les gardes regagnèrent l'engin qui s'éleva de quelques centimètres au-dessus du bras d'accostage, tourna sur place et s'éloigna en accélération maximum. Païkan s'approcha de la rampe et regarda en l'air. Un engin frappé de l'équation de Zoran décrivait des cercles lents autour de la verticale de la tour. Païkan activa l'écran de proximité et le dirigea vers les maisons de loisirs posées au sol tout autour de la tour. Partout, il vit des visages de gardes qui le regardaient à travers leur propre écran. Il entra dans l'appartement, ouvrit l'ascenseur. Un garde était debout dans la cabine. Il referma la porte, rageur, et il monta dans la coupole. Il se planta debout au milieu de la pièce transparente, regardait le ciel pur où l'engin de l'université continuait de tourner lentement. Leva les bras en croix, droit, doigts écartés, et commença les gestes de la tempête. Devant lui, assez haut, un petit nuage blanc, joufflu, naquit dans le bleu du ciel. Un peu partout dans le ciel de la tour naquirent des petits nuages blancs, charmants, qui transformaient l'azur en un grand pré fleuri. Rapidement, ils se développèrent et se rejoignirent, ne formèrent plus qu'une masse qui s'épaissit et devint noire, et se mit à tourner sur elle-même en grondant de tonnerres prisonniers. Le vent courba les arbres de la terrasse, atteignit le sol, hurla en se déchirant sur les ruines et secoua les maisons de loisirs. Le visage du chef de service apparut sur la tablette. Il semblait affolé. « Écoutez, Païkan, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que c'est que cette tornade? Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez fou? » « Je ne fais rien, dit Païkan. La coupole est bloquée. Envoyez-moi à l'atelier, vite. Ce n'est qu'une tornade, ça va devenir un cyclone. Faites vite. » Le chef de service cracha des mots désagréables et disparut. Le nuage tournoyant était devenu vert, avec de brusques illuminations internes pourpres ou mauves. Un bruit effrayant continu en tombait vers la terre. Le bruit de 1000 tonnerres retenus. Une gerbe d'éclairs creva sa surface et frappa l'engin de l'université qui disparut en une flamme.
Dans le fracas qui suivit et ébranla la tour, Païkan descendit en courant vers l'appartement de la terrasse et plongea dans la piscine. Eléa était là, au fond, enfoncée dans le sable, le visage recouvert de son masque et dissimulé sous des algues. Elle vit arriver Païkan qui lui faisait signe. Elle jaillit alors de sa cachette et remonta avec lui à la surface. Des trombes d'eau tombaient du nuage, emportées par un vent tourbillonnant qui secouait les maisons de loisirs cramponnées à leurs ancres. Une rafale s'enroula autour de la tour et essaya de l'arracher. La tour gémit et résista. Le vent emporta l'arbre de soie qui monta, échevelé vers le nuage, et disparut dans une bouche noire. Païkan avait entraîné Eléa dans la coupole. Le bas du nuage venait d'atteindre celle-ci et se déchirait sur elle. Mélange de vent hurlant, de brume opaque, de pluie et de grêle, illuminés par la succession des éclairs. Ils achevaient de boucler leur ceinture d'armes quand ils virent arriver l'atelier qui colla son nez contre une glace de la coupole. Païkan ouvrit. 2 dépanneurs sautèrent dans la tour, accompagnés par les hurlements et les canonnades de la tornade. « Qu'est-ce qui se passe » demanda l'un d'eux, effaré. Au lieu de répondre, Païkan plongea sa main dans son arme et tira sur l'âme de la coupole, qui résonna, gémit et s'écrasa. Il saisit Eléa, la projeta vers le nez ouvert de l'atelier, bondit derrière elle et décolla aussitôt, tandis qu'à grand-peine elle refermait la glace conique. L'atelier disparut dans l'épaisseur du nuage. C'était un engin lourd, lent, peu maniable, mais qui ne craignait aucune forme d'ouragan. Païkan brisa l'émetteur qui signalait sans cesse la position de l'appareil, tourna dans le nuage qui crépitait autour d'eux et en gagna le centre qui se déplaçait vers l'ouest, suivant l'impulsion qu'il lui avait donnée. La coupole morte, il faudrait l'intervention des autres tours pour modifier le cours de la tornade et la neutraliser. Cela laissait assez de temps pour exécuter le début du plan que Païkan exposait à Eléa. La seule solution pour eux était de quitter Gondawa et de gagner Lamos, la nation neutre. Pour cela, il fallait rompre la piste, se poser et prendre un engin longue distance. Ils ne pouvaient pas trouver un que dans un parking, dans la ville souterraine. Les engins de l'université n'oseraient pas se risquer dans un tel orage, de peur de voir leur champ de non-gravité perturbé et de tomber comme des pierres. Mais ils devaient faire bonne garde tout autour. Il fallait donc gagner l'emplacement d'un ascenseur en restant camouflé par le nuage et protégé par la ronde de la foudre. Païkan fit descendre l'atelier à la limite inférieure du nuage. Le sol balayé par les torrents de la pluie étincelait à 10 hauteurs d'hommes à peine sous la lumière des éclairs. C'était la grande plaine vitrifiée. Les derniers ascenseurs du Gonda 7 ne devaient pas être loin. Eléa en vit surgir un dans la brume. Païkan posa brutalement l'atelier. À peine au sol, ils en sortirent en couvrant et braquèrent sur lui leurs 2 armes à la fois, le vent hurlant emportant sa poussière. C'était un ascenseur rapide qui gagnait directement la 5e profondeur. Cela n'avait pas grande importance, chaque profondeur possédait ses parkings. Ils gagnèrent la cabine de soins express. Quand l'ascenseur s'ouvrit pour les laisser sortir, ils étaient lavés, séchés, peignés, brossés, ils avaient payé avec leurs clés. Dans l'avenue de transport, la foule paraissait à la fois nerveuse et hébétée. Des images surgissaient partout pour donner les dernières nouvelles. Il fallait enfoncer sa clé dans la plaque son pour entendre les paroles. Appuyés à la branche élastique d'un arbre sur la piste de grande vitesse, ils virent et entendirent le président Locan faire des déclarations rassurantes. Non, ce n'était pas la guerre, pas encore. Le Conseil ferait tout ce qu'il était possible de faire pour l'éviter. Mais chaque vivant de Gondawa était prié de ne pas s'éloigner de son poste de mobilisation. La nation pouvait avoir besoin de tous d'un moment à l'autre. La plupart des Gondas, hommes et femmes, portaient la ceinture d'armes et sans doute dissimulaient quelque part sur eux la graine noire. Les oiseaux ne connaissaient pas les nouvelles, les oiseaux jouaient, en sifflant de plaisir, à battre de vitesse la piste centrale. Eléa sourit et leva le bras gauche à la verticale au-dessus de sa tête, le poing fermé, l'index horizontal. Un oiseau jaune freina en plein élan et se posa sur le doigt tendu. Eléa l'amena à la hauteur de son visage et l'appuya contre sa joue. Il était doux et chaud. Elle sentait son cœur battre si vite qu'on eût dit une vibration. Elle lui chanta quelques mots d'amitié. Il répondit par un sifflement aigu, sauta du doigt d'Eléa, sur sa tête, lui donna quelques coups de bec dans les cheveux, battit des ailes et se laissa emporter par un vol qui passait. Eléa posa sa main dans la main de Païkan. Ils descendirent de l'avenue dans le parking. C'était une forêt en éventail.
Les branches des arbres se rejoignaient au-dessus des fils d'engins en stationnement. Les pistes convergeaient vers la rampe de la cheminée de départ. De la cheminée d'arrivée qui s'ouvrait au centre de la forêt tombaient des engins de toute taille, qui suivaient les pistes de retour pour gagner un abri sous les feuilles, comme des bêtes au repos après la course. Païkan choisit un 2 places rapides longue distance, s'assit dans un des 2 sièges, et Léa près de lui. Il enfonça sa clé dans la plaque de commande, attendant pour indiquer sa destination que le signal bleu de la plaque se mit à clignoter. Le signal ne s'alluma pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il retira sa bague de la plaque et l'enfonça de nouveau. Le signal ne répondit pas. « Et c'est la tienne !» Eléa enfonça à son tour sa clé dans le métal élastique, mais sans plus de succès. « Il est en dérangement, dit Païkan. « Un autre, vite !» Au moment où il se levait pour sortir, le diffuseur de l'engin se mit à parler. La voix se les figea. C'était celle de Koban. « Eléa, Païkan, nous savons où vous êtes, ne bougez plus, je vous envoie chercher. Vous ne pouvez aller nulle part, j'ai fait annuler vos comptes à l'ordinateur central. Vous n'obtiendrez plus rien avec vos clés. Elles ne peuvent plus vous servir à rien. Qu'à vous signaler. Qu'espérez-vous encore? Ne bougez plus, je vous envoie chercher. » Ils n'eurent pas besoin de se concerter. Ils sautèrent hors de l'appareil et s'éloignèrent rapidement. Main dans la main, ils traversèrent une piste devant le nez d'un engin qui freina pile et s'enfoncèrent sous les arbres. Des milliers d'oiseaux chantaient dans les feuillages verts ou pourpres autour des branches lumineuses. Les chuintements à peine audibles des moteurs au ralenti composaient un bruit de fond apaisant qui incitait à ne rien faire, à attendre, à se confondre avec la joie des oiseaux et des feuilles. Dans la lumière verte et dorée, ils arrivèrent au bout d'une nouvelle file d'engins longue distance. Le dernier venait à peine d'y prendre sa place. Un voyageur en descendait. Païkan leva son arme et tira à faible puissance. L'homme fut projeté et traîné au sol, assommé. Païkan courut vers lui, le prit sous les bras, il traîna sous une branche basse et s'accroupit près de lui. Il eut énormément de peine à lui arracher sa clé. L'homme était gras, sa bague enfoncée dans la chair. Il dut cracher sur le doigt pour parvenir à la faire glisser. Quand la bague céda enfin, il était prêt à couper le doigt, la gorge, n'importe quoi pour emporter Eléa loin de Koban et de la guerre. Ils montèrent dans l'engin encore chaud, et Païkan enfonça la clé dans la plaque de commande. Au lieu du signal bleu, ce fut un signal jaune qui se mit à palpiter. La porte de l'engin se ferma en claquant, et le diffuseur de bord se mit à hurler « Clé volée, clé volée !» À l'extérieur de l'engin, un avertisseur couinait. Païkan tira sur la porte. Ils bondirent au dehors et s'éloignèrent à l'abri des arbres. Derrière eux, l'avertisseur continuait de pousser son appel grinçant, et le diffuseur de crier « Clé volée, clé volée !» Les voyageurs qui se dirigeaient vers les engins ou en sortaient prêtaient peu d'attention à l'incident. Des soucis plus graves les faisaient se hâter. Au-dessus de l'entrée des 13 rues, une énorme image montrait la bataille de la Lune. Les 2 camps la bombardaient avec leurs armes nucléaires, la hérissant de champignons, creusant de gigantesques cratères, fissurant ses continents, vaporisant ses mers, dispersant son atmosphère dans le vide. Les passants s'arrêtaient, regardaient un instant, regardaient plus vite. Chaque famille avait un allié ou un parent dans les garnisons de la Lune ou de Mars. Au moment où Eléa et Païkan s'engouffraient dans la 11e rue, la cheminée d'arrivée du parking livra passage à une grappe d'engins de l'université qui se dirigèrent vers toutes les pistes et toutes les entrées. La 11e rue était pleine d'une foule fiévreuse. Des groupes s'aggloméraient devant les images officielles qui transmettaient les nouvelles de la Lune ou la dernière déclaration du président. De temps en temps, quelqu'un qui n'avait pas encore entendu ces paroles enfonçait sa clé dans la plaque son, et Locan prononçait une fois de plus les mêmes mots rassurants. « Ce n'est pas encore la guerre. »« Qu'est-ce qu'il leur faut » cria un garçon maigre au torse nu, aux cheveux courts. « C'est déjà la guerre si vous l'acceptez. Dites non avec les étudiants. Non à la guerre. Non, non, non. » Sa protestation ne souleva aucun écho. Les gens proches de lui s'éloignèrent et se dispersèrent, isolés ou main dans la main. Ils avaient conscience que crier « non » ou « oui » ou n'importe quoi ne servait plus maintenant à quoi que ce fût. Eléa et Païkan se hâtaient vers l'entrée de l'ascenseur en commun, espérant se glisser dans la foule pour gagner la surface. Une fois dehors, ils aviseraient. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir maintenant. Les gardes verts apparaissaient déjà au bout de la rue. Ils barraient d'une triple file toute la largeur de la voie et avançaient en vérifiant l'identité de chacun. La foule s'inquiétait et s'énervait. « Qu'est-ce qu'ils cherchent? Un espion? Un énisseur ?»
Il y a un hennisseur dans la 5e profondeur? Tout un commando d'hennisseurs, des saboteurs. Attention, écoutez et regardez. L'image de Cobham venait de surgir au milieu de la rue. Elle se répétait tous les 50 pas, dominant la foule et les arbres, répétant le même geste et prononçant les mêmes paroles. Écoutez et regardez, je suis Cobham. Je cherche Eléa, 3-19-07-91. Voici son visage. Un portrait d'Eléa, pris quelques heures plus tôt dans le labo, sauta à la place de Cobham. Eléa se tourna vers Païkan et blottit son visage dans sa poitrine. « Ne crains rien, dit-il doucement. » Il lui caressa la joue, glissa une main sous son bras, défit l'extrémité de sa bande de buste, lui dénuda une épaule et, avec la partie de la bande ainsi dégagée, lui enveloppa le cou, le menton, le front et les cheveux. C'était une tenue que les hommes et les femmes adoptaient parfois, qui ne la ferait pas remarquer, qui laissait peu de possibilités de la reconnaître. « Je cherche cette femme pour la sauver. Si vous savez où elle est, signalez-la, mais ne la touchez pas. »« Écoutez, Eléa, je sais que vous m'entendez. Signalez-vous avec votre clé en l'enfonçant dans n'importe quelle plaque. Signalez-vous et ne bougez plus. Écoutez et regardez, je cherche cette femme, Eléa 3-19-07-91. » Un homme l'a reconnue. C'est un sans-clé. Il l'a reconnue à ses yeux. Il n'y a pas de bleu aussi bleu dans les yeux d'aucune autre femme, ni à Gondasset, ni peut-être dans tout le continent. L'homme est appuyé contre le mur, entre deux troncs grimpants, sous les branches où pendent les machines distributrices d'eau, de nourriture et des 1000 objets nécessaires ou superflus qu'on peut obtenir avec sa clé. Lui ne peut plus rien obtenir. Il est un paria, un sans-clé. Il n'a plus de compte. Il ne peut vivre que de mendicité. Il tend la main et les gens qui viennent se servir dans la forêt, des machines multicolores, lui donnent le fond d'un gobelet ou un peu de nourriture qu'il mange ou glisse dans son sac de ceinture. Pour cacher la honteuse nudité de son doigt sans bague, il porte autour de la phalange du majeur un ruban noir. Il a vu Eléa se blottir contre Païkan et celui-ci lui dissimuler le visage. Mais quand elle a relevé la tête pour regarder Païkan, il a vu ses yeux et il a reconnu les yeux bleus de l'image. Les gardes verts approchaient lentement, inexorablement. Chaque personne interpellée enfonçait sa clé dans une plaque fixée au poignet du garde. Celle de toute personne recherchée y serait restée enfoncée et fixée, la faisant prisonnière. Eléa et Païkan s'éloignèrent, le sans-clé les suivit. Ils n'avaient jamais pris l'ascenseur en commun, fréquenté surtout par les moins bien désignés, ceux qui ne se tenaient pas par la main et avaient besoin de la compagnie des autres. Ils surent qu'ils ne la prendraient pas davantage maintenant. Les portes pivotantes ne laissaient passer qu'une personne à la fois, avec sa clé enfoncée dans la plaque. Ils ne prendraient ni cet ascenseur, ni aucun autre, ni les avenues de transport, ni nourriture, ni boisson, rien. Ils ne pouvaient plus rien obtenir. Une image gigantesque d'Eléa emplit brusquement la largeur de la rue. L'université cherche cette femme, Eléa 3-19-07-91. Elle la cherche pour la sauver. Si vous la voyez, ne la saisissez pas, ne la touchez pas. Suivez-la et signalez-la. Nous la recherchons pour la sauver. Écoutez, Eléa, je sais que vous m'entendez, signalez-vous avec votre clé. Il me regarde, dit Eléa. Non, dit Païkan, ils ne peuvent pas te reconnaître. Vous la reconnaîtrez à ses yeux, quel que soit son camouflage. Regardez les yeux de cette femme, nous la cherchons pour la sauver. Baisse les paupières, regarde par terre. Une triple file de gardes verts déboucha au carrefour de la 11e rue et de la transversale et s'avança à la rencontre des autres. Il n'y avait plus d'issue. Païkan jeta autour de lui un regard désespéré. « Regardez bien les yeux de cette femme !» Chacun des yeux de l'image était grand comme un arbre, et le bleu de l'iris était une porte ouverte dans le ciel de la nuit. Les paillettes d'or y brillaient comme des feux. L'image tournait lentement pour que chacun pût la voir de face et de profil. Accablée par cette présence démesurée d'elle-même, Eléa baissa la tête, courbait le dos, crispait sa main sur la main de Païkan qui l'entraînait vers les portes de l'avenue, dans l'espoir de s'y faufiler vers la sortie. L'image impalpable leur barrait la route. Ils arrivèrent tout près d'elle. Eléa s'arrêta et leva la tête. Du haut de son visage gigantesque, ses yeux immenses la regardaient bien dans les yeux. « Viens, dit doucement Païkan. » Il l'attira vers lui. Elle se remit à marcher, un brouillard de 1000 couleurs frissonnantes l'enveloppa. Ils étaient entrés dans l'image. Ils en émergèrent devant les portes d'accès de l'avenue. Les battants de la sortie s'ouvrirent brusquement sous la poussée d'une foule d'étudiants qui couraient. Garçons et filles, tous avaient le torse nu extrêmement maigre. Les filles s'étaient peint sur chaque sein un grand X rouge
pour nier leur féminité. Il n'y avait plus ni filles ni garçons, rien que des révoltés. Depuis le début de leur campagne, ils jeûnaient 1 jour sur 2 et le 2e jour ne mangeaient que la ration énergétique. Ils étaient devenus durs et légers comme des flèches. Ils couraient en scandant le mot Pao, qui signifie non, dans les 2 langues Gonda. Païkan et Eléa s'enfoncèrent parmi eux à contre-courant pour franchir les battants afin qu'ils se referment. Pao, 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 Pao. Les étudiants les bousculaient et les entraînaient, et ils repartaient en avant, Païkan écartant la foule comme une étrave. Les étudiants se cognaient sur eux, glissaient à gauche et à droite, semblaient ne pas les voir, hallucinés par la faim et par leurs cris répétés. Pao, 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 Pao. Ils parvinrent enfin à la porte, mais un bloc l'emplit et déborda, les repoussant devant eux. C'était une compagnie de gardes blancs de la police du Conseil, au coude à coude, la main gauche armée. Froide, efficace, sans émotion, la police blanche ne se montrait que pour agir. Ses membres étaient choisis par l'ordinateur avant l'âge de la désignation. Ils ne recevaient pas de clés, ils n'avaient pas de compte de crédit, ils étaient élevés et entraînés dans un camp spécial, au-dessous de la 9e profondeur, au-dessous même du complexe des machines immobiles. Ils ne montaient jamais à la surface, rarement au-dessus des machines. Leur univers était celui du grand lac sauvage, dont les eaux se perdaient dans les ténèbres d'une caverne inexplorable. Sur ces rives minérales, ils se livraient sans arrêt à des batailles sans pitié les uns contre les autres. Ils se battaient, dormaient, mangeaient, se battaient, dormaient, mangeaient. La nourriture qu'ils recevaient transformait en activité de combat leur énergie sexuelle inemployée. Quand le Conseil avait besoin d'eux, il en injectait une quantité plus ou moins importante où le besoin s'en faisait ressentir, comme un organisme mobilise ses phagocytes contre un furoncle, et tout rentrait rapidement dans l'ordre. Ils étaient couverts, tête et pieds compris, d'un collant de matière blanche, semblable à du cuir, qui ne laissait libre que le nez et les yeux. Personne n'avait jamais su quelle était la longueur de leurs cheveux. Ils portaient 2 armes, G, également de couleur blanche, l'une à la main gauche, l'autre sur le ventre du côté droit. Ils étaient les seuls à pouvoir tirer des 2 mains. Le Conseil les avait lancés dans la ville pour liquider la révolte des étudiants. Pao, 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 Pao. Le bloc des gardes blancs continuait à sortir, compact, des bâtons de l'avenue, et s'avançait vers les étudiants dont les jupes multicolores tourbillonnaient dans la rue, escaladaient les arbres. La foule, sentant venir le choc, s'enfuyait vers toutes les issues possibles, bloquée par les gardes verts aux 2 extrémités de la rue. Elle refluait vers les entrées des ascenseurs et de l'avenue. Une image nouvelle du président surgit à la voûte horizontale, longue comme la rue, couchée au-dessus de la foule et par là. Une image parlante, sans clé, était si exceptionnelle que tout le monde s'arrêta et écouta, même les gardes. Écoutez et regardez, je vous informe que le Conseil a décidé d'envoyer le conseiller de l'amitié internationale à Lamos, en priant le gouvernement et Nissor d'y envoyer son ministre équivalent. Notre but est d'essayer de cantonner la guerre aux territoires extérieurs et de l'empêcher de s'étendre à la terre. La paix peut encore être sauvée. Tous les vivants des catégories 1 à 26 doivent gagner immédiatement leur emplacement de mobilisation. L'image fit un tête-à-queue et recommença son discours. Écoutez et regardez, je vous informe. Pao, 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 Pao. Les étudiants avaient formé une pyramide. Au sommet, une fille au sein barré, brûlante de foi, criait les bras en croix. Pao, Pao, ne l'écoutez pas, n'allez pas à vos emplacements, refusez la guerre, quelle qu'elle soit. Dites non, obligez le Conseil à déclarer la paix, suivez-nous. Un garde blanc tira. La fille emportée disparut dans la joue de l'image d'Eléa. Nous recherchons cette femme. Les gardes foncèrent en tirant. Pao, Pao, Pao. La pyramide s'envola en morceaux, qui étaient des garçons et des filles morts. Païkan voulut enfoncer sa main dans son arme, mais elle n'était plus à sa ceinture. Il l'avait perdue sans doute au moment où il avait cru la remettre à sa place en sautant de l'engin. La masse blanche compacte des gardes allait les atteindre. La foule fuyait, les étudiants criaient leurs cris de révolte. Païkan plaqua Eléa au sol et se jeta sur elle. Un garde blanc les enjamba en courant. Païkan lui saisit au vol la pointe d'un pied et le retourna d'un coup sec. La cheville craqua. Le garde tomba sans crier. Païkan lui écrasa son genou sur les vertèbres cervicales et tira la tête en arrière à 2 mains. Les vertèbres cassèrent. Païkan souleva la main gauche, armée, inerte et replia à fond.
les doigts enfoncés dans l'arme. Un paquet de gardés s'envola et s'écrasa contre le mur, et le mur pulvérisé disparut dans un nuage. Derrière la brèche ouverte, les pistes de l'avenue défilaient. La foule s'y engouffra en criant. Païkan et Eléa au milieu d'elle. Païkan emportait l'arme du mort. Les gardes blancs indifférents poursuivaient avec calme leur tâche de l'extermination. Ils quittèrent l'avenue au rond-point du parking. Le parking était le seul espoir, la seule issue. Païkan avait pensé à une autre façon de se procurer un engin, mais il fallait arriver jusqu'à lui. Au centre du rond-point se dressaient les 12 troncs d'un arbre rouge. Unis à la base, ils s'évasaient en corolle et se tenaient par leurs branches communes, comme des enfants qui font une ronde. Très haut, leurs feuilles pourpres cachaient la voûte et frémissaient sous la multitude des pattes et des chants et des ailes des oiseaux cachés. Autour de leurs pieds communs tournait un ruisseau au fond duquel des petites tortues lumineuses soulevaient de leurs têtes plates des galets presque transparents pour y chercher des vers et des larves. Haletante de soif, Eléa s'agenouilla au bord du ruisseau. Elle prit de l'eau dans ses mains et y plongea sa bouche. Elle la recracha avec horreur. « Elle vient du lac de la première profondeur, dit Païkan, tu le sais bien. » Elle le savait, mais elle avait soif. Cette merveilleuse eau claire était amère, salée, putride et tiède. C'était imbuvable, même à la minute de la mort. Païkan releva doucement Eléa et la serra contre lui. Il avait soif, il avait faim. Il était plus éprouvé qu'elle, car il n'avait pas le soutien du sérum universel. Aux branches au-dessus d'eux pendaient 1000 machines qui leur proposaient en 1000 couleurs mouvantes des boissons, de la nourriture, des jeux, du plaisir, du besoin. Il savait qu'ils n'avaient même pas la ressource de briser l'une ou l'autre, car à l'intérieur, il n'y avait rien. Chacune fabriquait ce qu'elle avait à fabriquer à partir de rien, avec la clé. « Viens, dit doucement Païkan. » La main dans la main, ils s'approchèrent de l'entrée du parking. Elle était barrée par 3 files de gardes. Dans chaque rue qui aboutissait au rond-point, une triple file s'avançait, refoulant devant elle des foules énervées et de plus en plus denses. Païkan enfonça sa main dans l'arme, la décolla de sa ceinture, se tourna vers l'entrée du parking et leva l'avant-bras. « Non, dit Eléa, ils ont des grenades. » Chaque garde portait à la ceinture une grenade S, transparente, fragile, pleine de liquide vert. Il suffisait qu'une seule se brisât pour que toute la foule fût immédiatement endormie. Eléa portait en sautoir le masque que lui avait déjà servi à l'université et dans les profondeurs de la piscine. Mais Païkan n'en avait pas. « Je peux rester 2 minutes sans respirer, dit Païkan. Mets ton masque, et dès que j'aurai tiré, fonce. » Une image d'Eléa s'alluma brusquement au milieu de l'arbre rouge, et la voix de Koban s'éleva. « Vous ne pourrez pas sortir de la ville, toutes les issues sont gardées. Eléa, où que vous soyez, vous m'entendez. Signalez-vous avec votre clé. Païkan, pensez à elle et non à vous. Avec moi, c'est la vie, avec vous, c'est la mort. Sauvez-la !» « Tire, dit Eléa. » Il respira à fond et tira à moyenne puissance. Les gardes s'écroulèrent, des grenades se brisèrent. Une brume verte emplit d'un seul coup le rond-point jusqu'à la voûte. La foule plia sur les genoux, bascula, se coucha. Du toit de feuilles, des 12 arbres, des dizaines de milliers d'oiseaux tombèrent comme des flocons, de toutes les couleurs estompées par la brume. Déjà Païkan entraînait Eléa en courant vers le parking. Il courait, il enjambait les corps étendus, il restituait peu à peu l'air qui emplissait ses poumons. Il trébucha contre un genou levé. Il fit « Ah !» inspira malgré lui, s'endormit d'un bloc, et entraîné par son élan, plongea la tête en avant dans un ventre couché. Eléa le retourna, le saisit sous le bras et se mit à le traîner. « Vous n'y arriverez pas toute seule, dit une voix nasillarde. Près d'elle se dressait le sanglé, le visage caché par un masque d'un vieux modèle, rapiécé et maintenu par des attaches de fortune. Il se baissa et prit les pieds de Païkan. « Par ici, dit-il. » Il conduisa Eléa et leur fardeau vers le mur, dans un recoin entre 2 troncs grimpants. Il posa Païkan et regarda autour de lui. Il n'y avait pas un seul vivant debout à portée de vue. Il tira de sa besace une tige de fer façonnée, l'enfonça dans un trou du mur, tourna et poussa. Le pan du mur entre les 2 troncs s'ouvrit comme une porte. « Vite, vite !» Un engin de l'université se posait à l'entrée du parking. Ils soulevèrent Païkan et entrèrent dans le trou noir. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, on est rendu à la page 298. Donc, voilà. Bon, là, il ne nous reste plus beaucoup. Donc, c'est cool. J'aimerais bien le faire en 2 fois la prochaine fois, quoi. Mais bon, ce sera peut-être 3 fois. Allez, bonne journée. À bientôt.